Bonjour, notre intervention est intitulée Dire l'être, l'interprétation ontologique de Paul Ricoeur. Ricoeur a maintes fois et à divers propos souligné la nécessité de reconnaître l'antériorité d'un être à dire sur les dires qui répond à son injonction d'être dit. Cette visée référentielle du langage ouvert à l'autre qui lui-même a été frappé d'exclusion par divers courants de la pensée contemporaine issus de la linguistique structurale, ayant conquis sa scientificité au prix d'un enfermement dans la clôture de l'univers du signe. L'herméneutique philosophique s'employait à fracturer cette clôture en montrant notamment comment le discours poétique, loin de se réduire à sa propre célébration, porte au langage des aspects du réel et inaccessibles aux énoncés simplement descriptifs. L'expérience de notre être au monde, de notre profonde appartenance au monde de la vie. Le titre de cette intervention est dans un texte de 1983, repris en 1986, dans le livre de recueil des textes à l'action, dans lequel il expose les problèmes qui l'occupaient depuis une trentaine d'années et dont nous pouvons aujourd'hui affirmer qu'ils ne cesseront de l'occuper sous des formes divers au cours de 20 années à venir, évoquant les analyses de la référence des énoncés métaphoriques et des intrigues narratives qu'il a menées de la métaphore vive et dont le temps est récit et écrit. J'avouais très volontiers que ces analyses présupposaient sans cesse la conviction que le discours n'eut jamais fort pour sa propre gloire, mais qu'il vit dans tous ses usages porter au langage une expérience, une manière d'habiter et d'être au monde qui le précède et demande à être dit, à être dite. C'est cette conviction de la présence d'un être à dire à l'égard de notre dire qui explique l'obstination à découvrir dans les usages poétiques du langage le mode référentiel approprié à ces usages à travers lequel le discours continue de dire l'être, lors même qu'il paraît s'être retiré en lui-même pour se célébrer lui-même. Cette véhémence a fracturé la clôture du langage sur lui-même. Je l'ai hérité d'être étendard de cœur et de vérité et méthode de Gadamer. Mais en retour, j'ose croire la description que je propose de la référence des énoncés métaphoriques, des énoncés narratifs, ajoute à cette véhémence ontologique une précision analytique qui lui fait défaut. Ricoeur parle ici d'obstination, de véhémence pour qualifier son acharnement, son entêtement, son opiniâtreté à découvrir comment le langage peut s'éclater vers l'autre que lui-même, s'ouvrir à la réalité, au monde, à l'être, aux expériences que nous avons et nous se forçons de les dire pour résoudre à leur exigence d'être dites. Cette quête ardue et tenace, je la place sous le signe de l'interprétation dont en 1995, dans la critique et la conviction, Ricoeur se déclare redevable à son professeur de philosophie de Rennes, Ronald Dalbez, qui lui dit un jour quand un obstacle se présente, il faut l'affronter, ne pas le contourner, ne jamais rester sur la peur d'y aller voir. 65 plus tard, le rappel de cet précepte s'accompagne de ce constat. Cette espèce d'interprétation philosophique dit Ricoeur m'a soutenu durant toute ma vie. On le remarque
certes en chacune des composantes de l'œuvre, mais nulle part sans doute aussi nettement que dans l'élaboration de la philosophie de langage dont Ricoeur voudrait sommairement retracer les principales étapes. Le début de 30 années que reprend en compte de l'interprétation se situe au moment où Ricoeur opère dans le symbolique de mal une greffe herméneutique sur la phénoménologie du volontaire et de l'involontaire, à quoi s'est limitée la première partie de sa philosophie de la volonté. Pour lui, les symboles, en l'occurrence ceux du mal, chute, soyir, déviation, errance, sont des expressions à double sens, porteuses d'un sens apparent, littéral, mais aussi d'un sens caché qui ne se révèle que dans les interprétations des premiers. Plusieurs interprétations en sont possibles. L'enjeu d'une interprétation proprement philosophique du symbole et du mythe que d'exposer et de parvenir à penser, à rendre intelligible ce qu'il donnait à penser, selon la conclusion de son ouvrage précisément intitulé Le symbole donne à penser, ce dont réside dans le dévoilement de certains aspects de l'expérience humaine inaccessibles à la réflexion immédiate de soi sur soi. Et surtout, la découverte du lien entre l'être de l'homme et l'être qu'il interpelle en chaque symbole d'autres êtres que lui-même, telle est la fonction ontologique assignée au symbole. C'est donc, finalement, comme indice de la situation de l'homme au cœur de l'être dans lequel il se meut, existe et veut que le symbole nous parle. Dès lors, la tâche du philosophe guidé par les symboles serait de rompre l'enceinte enchantée de la conscience de soi, de briser le privilège de la réflexion. Le symbole donne à penser que le cogito est à l'intérieur de l'être et non l'inverse. Le mythe, le symbole transmis par les grandes cultures humaines parlées, les symboles ne s'appuient que sur la culture biblique et grecque, mais ne ferment pas la porte à d'autres. Ce dont il parlait, c'est de l'expérience humaine concrète dont l'intellection requiert le détour pour leur interprétation. De cette époque, Ricoeur se barre la voie courte de la connaissance immédiate de soi, empruntée par Descartes, Husserl, par Hume, par Bergson, s'engage délibérément sur la voie longue et hasardeuse d'une exploration de multiples médiations entre soi et soi. N'est pas l'abandon d'une philosophie réflexive, dont toujours il se réclamera, mais l'affirmation au sein de cette philosophie du primat de la médiation sur la certitude immédiate du je pense, s'apercevant de l'insuffisance d'une herméneutique définie par l'interprétation du symbole, Ricoeur se oriente au cœur des années suivantes vers une herméneutique définie par l'interprétation des textes. Parmi les raisons qui ont déterminé ces déplacements et cette amplification du programme initial, il faut, selon croix réflexion faite, privilégier le rôle qui a joué la préparation de son livre sur Freud, à laquelle il doit dire la reconnaissance de contraintes spéculatives liées à ce que j'appelais le conflit des interprétations, la reconnaissance de droit égal d'interprétation rivale à être prise en considération par la spéculation philosophique. Ce qu'elle interprétait, ce sont des textes et leur conflit se déployait en des textes sur ce texte. L'herméneutique de Freud, maître du soupçon, dans la lignée de Feuerbach, Marx, Nietzsche, fit ici face à la philosophie réflexive, à la phénoménologie et à une herméneutique non pas démystificatrice, mais instauratrice de sens, que l'illustre de Gadamer. Une herméneutique critique doit assumer et valider l'interprétation réductrice de la psychanalyse, d'où émerge en assumer et valider l'interprétation réductrice de la psychanalyse, d'où émerge un cogito blessé.
Un cogito qui se pose mais ne se possède point. Un cogito qui ne comprend sa vérité originelle que dans et par l'aveu de l'inadéquation, de l'illusion, des mensonges de la conscience actuelle. Mais elle doit, au même titre, accueillir l'interprétation amplifiante pour laquelle la conscience n'est pas une origine, mais une tâche à accomplir, une fin à viser. Dans l'ouvrage de 1965, Ricoeur, on trouve le parfait modèle dans la philosophe de l'esprit de Hegel et ses livres à l'acrobatique, tentative d'articuler dialectiquement l'une à l'autre l'archéologie du sujet freudien et l'explication de l'être au cœur du cogito, qui implique la position du désir par quoi je pose et je me trouve déjà posé. Cite Ricoeur et la théologie du sujet, téléologie du sujet hegelienne. C'est cette position de désir qui permet de surmonter l'écart entre les deux espèces de langage contre-mêler les écrits de Freud, celui d'une énergétique énonçant du conflit de force et celui d'une herméneutique, d'une interprétation du sens. Ainsi, le rêve, qu'en tant qu'expression du désir, est-il à la flexion du sens et de la force. Sa lecture de Freud et l'interprétation philosophique qu'il en propose, centrée sur la téléologie implicite de la psychanalyse, sont d'emblée inscrites par Ricoeur dans le grand débat sur le langage qui agite alors nombre de philosophes et de théoriciens des sciences humaines. On est à l'apogée du structuralisme qu'il a déjà affronté, comme en témoigne sont infructueux essais de dialogue avec Lévi-Strauss, publié sous le titre Structure herméneutique dans le Revue Esprit en novembre 1963. La confrontation avec les disciples divers où triomphe l'explication structurale voit lui imposer de nouveaux détours et le conduire sur un second front du conflit des interprétations. Ces disciplines transposées dans leurs domaines respectifs, le modèle linguistique inauguré par Ferdinand de Saussure dans son cours de linguistique générale appliqué avec d'éclatants succès par la phonologue de Cercle de Prague, Trubetskoy et Jacobson notamment, et conceptualisé dans toutes ses présuppositions épistémologiques par Louis James Lev dans ce prologomène à une théorie de langage. La linguistique s'est constituée comme une science en prenant pour objet la langue à l'exclusion de la parole forme pure, système de signes dont chacun ne tire sa valeur que de son opposition à tous les autres. Ce système est immuable s'il subit des altérations. C'est en raison d'une innovation imputable à la parole de locuteur qui n'a affecté son évolution qu'en raison de la solidarité que lie tous ces éléments, d'où la primauté des linguistiques synchroniques sur la linguistique diachronique. Le cœur est pénétré de la conviction que la philosophie ne survit qu'en dialogue avec les sciences humaines, porte une extrême attention à ces avancées de la linguistique et aux effets de leur importation dans les anthropologies structurales de Lévi-Strauss, la sémiologie de Barthes, la sémiotique de Grimas, la critique littéraire de Genet. Leur méthode consiste à définir, décrire, analyser des faisceaux de relations entre des termes qui n'apparaissaient qu'à l'intersection de ces faisceaux. L'explication reste émanante au domaine des signes. Ricoeur prend acte de la fécondité explicative des analyses structurales qui l'amène à réviser la brute
opposition qu'avait dressée Dilthey entre expliquer et comprendre, entre les sciences de la nature et les sciences de l'esprit. Lorsqu'il affirmait qu'on explique la nature, mais que l'on comprend l'homme, il s'inquiète toutefois du prix dont paierait l'extension hégémonique du modèle structural à l'ensemble de l'anthropologie. Ce modèle repose sur l'exclusion du sujet parlant, rejeté du côté de la parole des choses dont il parle. Les signes ne sont pas signes de choses, de toute véritable histoire. La diachronie étant subordonnée à la synchronie. Le coût de cette triple éviction paraît à Ricoeur exorbitant, d'où le second front que lui importe d'ouvrir dans la guerre des interprétations. Ce n'est pas au titre de l'hermétique de soupçon que le structuralisme met à mal la notion du sujet capital pour le philosophe, mais au titre d'abstraction objectivante qui retire indûment au langage son ancrage subjectif. Cet ancrage, il faudra le lui restituer après un traversé nécessaire des médiations objectivantes qui allongent considérablement le détour de la réflexion au cours des années de 1950 et 1960. 10. Ricoeur devient lui-même le champ de bataille où s'affrontaient les belligérants, et c'est dans cette inconfortable situation qu'il se demande quelle sorte inédite de philosophie de sujet serait capable de relever le défi que Louise adressait différemment, mais jointement la psychanalyse, le structuralisme. Très remarquablement, c'est un linguiste que le met sur le voie de cette philosophie. Dans ses travaux sur la structure des relations de personnes dans le verbe, sur les pronoms prononcés personnels et sur la subjectivité dans la langue, Bénéveniste montre que c'est posé dans la langue de deux systèmes distincts. Le système sémiotique organisant intralinguistique où chaque signe entre un réseau de relations et d'opposition avec d'autres signes, et le système sémantique dont les unités ne sont plus de signes mais les phrases construites avec ces signes. Les phrases sont des instances de discours par lesquelles le système sémiotique s'actualise en parole d'un locuteur dans sa conférence de 1966, La forme et le sens dans le langage, à laquelle le Ricoeur a accordé tant d'importance. Bénéveniste dit la notion de sémantique nous introduit au domaine de la langue en emploi et en action. Nous voyons cette fois dans la langue sa fonction de médiatrice entre l'homme, entre l'homme et le monde, entre l'esprit les choses. La distinction des sémiotiques et des sémantiques permet de fracturer la clôture de mode de signes et d'octroyer scientifiquement droit de citer au lecteur, au locuteur, et la prise de sa parole sur le réel. Des textes de conflits des interprétations, la structure, le mot, l'événement, la question du sujet, le défi de la sémiologie. Disait assez la gratitude de Ricoeur envers Bénéveniste et aussi envers Chomsky. Gustave Guillaume. Le véritable retour au sujet, écrit-il dans ses derniers textes, n'est plus séparable d'une méditation sur le langage, mais d'une méditation qui ne s'arrête pas en route, d'une méditation qui franchit le seuil du sémiologique au sémantique, qui conjoint la référence à la différence. Le plaidoyer pour le discours, au sens de Bénéveniste, est alors résumé par Ricoeur dans une simple formule. Quelqu'un dit quelque chose à quelqu'un sur quelque chose, qui en énonce le triple enjeu de sa polémique avec le structuralisme, le retour du sujet, la reconnaissance d'autrui, le visée ontologique de la parole. L'accueil des analyses structurales s'intègre à la lutte engagée contre un structuralisme réducteur
Le discours du recueil dont réflexion faite était plutôt le lieu d'intersection de trois problématiques, celle de la médiation par l'empire objectif du signe, à quoi répond la prise de conscience qu'on appelait cogito brisé, blessé, mais aussi celle de la reconnaissance d'autrui impliqué dans l'acte d'interlocution, enfin la problématique du rapport au monde et à l'être impliqué dans la visée référentielle du discours. Cette visée référentielle du discours réclame une explicitation ontologique, car donc, comme le souligne dans la huitième étude de la métaphore vive, au bénéfice explicitement visé et sémantique ne peut qu'alléguer le rapport du langage à la réalité, non penser ce rapport comme tel, ou bien elle s'aventure à philosopher sans le savoir, en posant le langage dans son ensemble en tant que tel comme médiation entre l'homme et le monde, entre l'homme et l'homme, entre soi et soi-même. Le langage paraît alors comme ce qui élève l'expérience du monde à l'articulation du discours qui fonde la communication et fait advenir en tant que sujet parlant. En s'assumant implicitement ces postulats, le sémantique reprend à son compte une thèse de philosophie du langage héritée de Von Humboldt. Mais qu'est-ce que la philosophie du langage? Sinon la philosophie elle-même en tant qu'elle pense le rapport de l'être à l'être dit, que la tâche du philosophe soit de penser, d'expliciter dans un discours spéculatif la réflexivité du langage, le savoir qui accompagne la fonction référentielle elle-même, le savoir de son être rapporté à l'être et la conclusion programmatique d'un ouvrage consacré à un problème très particulier, celui de la métaphore, les conceptions de langage esquissées par Ricoeur dans les deux essais du conflit des interprétations précédemment mentionnés trouver, selon réflexion faite, leur centre de gravité dans le phénomène de l'innovation sémantique. Autrement dit, la production d'un sens nouveau par des procédures langagières. L'innovation sémantique est une création réglée. L'étude de la métaphore est entreprise pour le mettre à l'épreuve, tributaire des travaux des théoriciens anglo-saxons qui ont cherché le secret de la création de sens opéré par la métaphore, non du côté de la dénomination comme l'est fait la rhétorique classique, mais du côté de la prédication. Ricoeur pose que la métaphore ne consiste pas en une dénomination déviante, mais en une attribution appartenante. Certes, l'écart demeure entre le sens usuel littéraire d'un mot en son sens figuré, mais ce détournement est le fait de la production prédicative de la signification. Non, sa cause, la métaphore, rapproche des champs sémantiques incongrus comme on le voit dans ces vers de correspondance de Baudelaire. La nature est un temple, ô des vivants piliers, laissant parfois sortir de confises paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observait avec des regards familiers. La copule EST ne se borne pas à relier le prédicat temple au sujet nature. Elle implique que par la relation prédicative soit redécrit ce qu'il est. Le EST métaphorique signifie à la fois ne pas et est comme. Le voir comme de l'énoncé métaphorique a pour corrélat un être comme extra-linguistique, un réel qui dévoile le langage poétique. Cette transition de la sémantique à l'herméneutique trouve sa justification la plus fondamentale dans la connexion en tout discours entre le sens qui est son organisation interne et la référence qui est son pouvoir de référer à une réalité en dehors du langage.
par le savoir réflexif qu'il a de lui-même. Le langage, c'est dans l'être. Il renverse son rapport à son référent de façon telle qu'il s'aperçoit lui-même convenu au discours de l'être lequel il porte. C'est sur le fond de cette thèse générale que Ricoeur tente une explication ontologique de la référence du doublé de la métaphore poétique. Dans le cinquième étude de la métaphore vive, il énonce la possibilité que la référence au réel quotidien doive être abolie pour que soit libérée une autre sorte de référence à d'autres dimensions de la réalité. Au terme de l'ouvrage, cette possibilité se mit en fait irrécusable, comme le rappelle en 1976. L'imagination dans le discours et dans l'action. Un examen de la puissance d'affirmation déployée par le langage poétique montre que ce n'est pas seulement le genre qui est doublé par les process métaphoriques, mais la référence elle-même. Ce qui est aboli, c'est la référence au discours ordinaire appliqué aux objets qui répondaient à un de nos intérêts. Notre intérêt de premier degré pour le contrôle et la manipulation suspendu, cet intérêt est la sphère de signifiance qu'il commande. Le discours poétique laisse être notre appartenance profonde au monde de la vie, laisse se dire le lien ontologique de notre être aux autres êtres et à l'être. Ce qui ainsi se laisse dire ce qu'elle appelle la référence du second degré, qui est en réalité la référence primordiale. Dans la réflexion faite, Ricoeur regrette l'absence dans la métaphore vive d'un chignon intermédiaire entre la référence visée par l'énoncé poétique et l'être comme inédit que cet énoncé détecte. Ces chignons manquants est l'acte de la lecture. C'est le mode de lecteur qu'offre le site ontologique des opérations de sens et de référence qui est une conception purement et montiste du langage voudrait ignorer. Ce rôle de lecture sera mis en évidence dans la quatrième partie de Temps et récit, dont la seconde section est consacrée à la transformation de l'expérience temporaire de lecture sur l'effet des récits. La métaphore vive est un récit en bien de points communs, traitant tous deux de l'innovation sémantique et de la capacité du langage à dire, l'être à dire. Il faut prendre acte cependant d'une certaine évolution de la pensée de Ricoeur entre 1975 et 1983. Il porte un intérêt croissant à la notion des textes, de grande unité de discours, relie de plus en plus fortement le texte à l'action. L'action censée peut être interprétée comme un texte et aperçoit enfin la connexion nécessairement entre la fonction narrative et l'expérience humaine du temps. Je me contenterai d'évoquer la triple mimésis qui fournit à Ricoeur l'architecture du temps et récit. Le terme de mimésis est emprunté à Aristote, ainsi que sa définition de poème comme mimésis, thèse praxios, imitation de l'action. La mimésis d'Aristote n'est pas celle de Platon, pour que les œuvres d'art sont de faibles copies de choses elles-mêmes, copies de leur modèle intelligible. La mimésis aristotélicienne est poésis, action. C'est une imitation créatrice qui produit cela même qu'elle imite. L'opérativité de la mimésis est nommée dans la poétique mythos mythe, acte de composer, d'agencer diverses actions dans une tragédie. À son propos, Ricoeur parle de mise en intrigue et peut associer des strictes orthodoxies aristotéliciennes. Entreprend de déployer au niveau d'une théorie modèle de la narrativité l'évangile du sens de la notion de mimésis de temps par le récit, dans ce qui constitue un seul et unique processus. Son analyse distingue trois moments: mimésis 1, mimésis 2, mimésis 3. Le moment
pivot est le second, celui de la configuration de la mise en intrigue de l'action et des personnages par le récit, c'est-à-dire à l'intérieur du langage. Ce moment est le seul pris en compte par la sémiotique des textes. Or, selon Ricoeur, il en présuppose nécessairement un intérieur, le moment de préfiguration. Nous n'entendrions rien à ce que relate un récit s'il n'existe pas commun à l'auteur et au lecteur une précompréhension du monde de l'action, une compétence préalable, une pré-appréhension de traits sémantiques, symboliques et temporels de l'agir humain. À l'égard de cette vie pratique quotidienne, la fonction de la fiction est à la fois révélante et transformante. Révélante en ce qu'elle fait apparaître des traits inaperçus de sa vie au lecteur, transformante en ce qu'elle induit du changement dans cette vie. Mais mes histoires marquent l'intersection entre le monde du texte et le monde du lecteur, dont il provoque des réfigurations fictives, ne fait pas dur et réel. Il y a un mode de texte qui est l'ouverture sur un dehors, mais du recueil, ce monde reste une transcendance dans l'immanence. Son statut ontologique reste en suspens, en excès par rapport à la structure, en attente du lecteur. Il n'est seulement dans la lecture que le dynamisme de configuration achève son parcours. Et c'est au-delà de la lecture, dans l'action effective instruite par les œuvres reçues, que la configuration du texte se transmet en réfiguration. On peut remarquer dans temps et récit l'impact de la littérature sur l'expérience quotidienne, mais alors, d'une part, on ratifie paradoxalement le positivisme qui est généralement en combat, à savoir le préjugé que seul est réel, le donné tel qu'il peut être empiriquement observé, scientifiquement décrit. D'autre part, on enferme la littérature dans un monde en soi et on casse la pointe subversive qu'elle tourne contre l'ordre moral, l'ordre social. On oublie que la fiction est très précisément ce qui fait de langage. Ce suprême danger dont Walter Benjamin, après Oderlein, parle avec effroi et admiration. La nécessité de reconnaître à la littérature sa fonction subversive avait été affirmée par Ricoeur de 1960 dans un article de la revue Esprit, La merveille le rance l'énigme. Ce fervent défenseur des institutions est appelé à l'urgence d'un processus de mariage que, quand celui-ci ruine, c'est à dessein de quoi il était intitulé. Il revient à la littérature et aux arts de dénoncer l'hypocrisie d'une société qui toujours tend à couvrir des prétextes de judo toute ses trahisons. Toute éthique de contrainte engendre la mauvaise foi et l'imposture, et c'est pourquoi la littérature a une fonction irremplaçable de scandale, car la scandale est le fouet de l'imposture. La vérité du texte littéraire, comme celle de toute œuvre d'art, et sa capacité de s'effrayer un chemin dans le réel en le renouvelant. Selon elle, on est ici très loin de la traditionnelle vérité adéquation et très proche de vérité du voilement, Aletheia de Heidegger. L'idée a été puissamment marquée par l'ontologie fondamentale des êtres étant, reprochant seulement à Heidegger de sans cesse pratiquer le mouvement de remontée au fondement, sans jamais procéder au mouvement de retour, que de l'ontologie ramènerait à l'épistémologie des sens humains. Lui reprochant aussi accroissement son extravagante prétention de rupture avec la métaphysique. Euh, il lui emprunte ses conceptions d'autres mondes, habitants du monde. Qu'est-ce qu'un monde? C'est quelque chose que l'on peut habiter
que peut être hospitalier, étrange, hostile. La réfiguration exprime la capacité pour l'œuvre de reconstruire le monde de lecture en bousculant constamment, remodelant ses attentes. Le lecteur a un horizon d'attente dans lequel l'œuvre risque un difficile accueil. Ricoeur cite l'exemple de Élise de Joyce, qui déployait une stratégie de frustration de l'attente d'une configuration aisément lisible. Dans quel cas que ce soit une œuvre littéraire digne de ce nom ne remplit jamais les attentes du lecteur. Elle ne peut que les modifier. L'expérience fictive qu'elle lui impose transforme en se mêlant l'expérience réelle de sa vie. Le problème de réfiguration de temps par le récit ne pour Ricoeur conduit à son terme qu'à la fin du temps et récit. Quand il parvient périlleusement à entrecroiser les visées référentielles différentes de récits historiques et de récits de fiction, entrecroisement qui ne mène à aucune confusion. La lecture qu'il propose de trois fables sur le temps de Madame Dallouis, de Virginia Woolf et de Montagne magique de Thomas Mann, à la recherche de temps perdu de Marcel Proust, conduit à reconnaître qu'au sein même de l'opposition entre les variations imaginatives produites par les fables sur le temps, le terme fixe de la réinscription par l'histoire du temps vécu sur le temps du monde, il apparaît que la contribution majeure de la fiction à la philosophie ne réside pas dans la gamme de solutions qu'elle propose à la discordance entre temps de monde et temps vécu, mais dans l'exploration de traits non linéaires de temps phénoménologique que le temps historique occulté en vertu de son enchâssement dans la grande chronologie de l'univers. Les variétés de l'expérience temporelle que seule la fiction a le pouvoir d'explorer mener le lecteur à une lecture inédite de lui-même. Par ce constat, Ricoeur rejoint la conception de Proust dans le temps retrouvé ce fait de ce lecteur qui dit-il ne serait pas, selon moi, mes lecteurs, mais le propos du lecteur d'eux-mêmes. Mon livre n'est donc qu'une sorte de ce vers grossissant comme ceux qui tendaient à acheter l'obtention de Combraille, mon livre grâce auquel je le fournirai le moyen de lire en eux-mêmes ce problème. Ricoeur le traiterait dans toute son envergure de son livre de 1990, Soi-même comme un autre, où la théorie narrative est remise en chantier dans la perspective de sa contribution à la constitution de soi. Le rôle de l'identité narrative ne se révèle que dans la dialectique de l'identité idem, la mêmeté et l'identité elliptique, qui sont deux modèles très différents de permanence dans le temps. La mêmeté est l'identité invariable de quelqu'un de la naissance à la mort. Elle a pour emblème le caractère. L'elliptique est l'identité du maintien de soi dans le changement. Son emblème est la parole même. Le caractère a une bien histoire, une dimension temporelle qui le met sur la voie de la narrativisation de l'identité personnelle, mais en tant qu'il désigne les dispositions durables à quoi se reconnaît une personne, son identité exprime une adhérence de quoi à qui il s'agit bien ici de recouvrement du qui par le quoi, lequel fait glisser de la question qui suis-je à la question qui suis-je, la parole tenue dans la fidélité à la parole donnée. Quand bien même changées, nos inclinations et nos opinions renvoient à la seule question qui, la médiation entre ces deux modalités de permanence de l'identité est à chercher dans l'ordre de la temporalité. Elle est œuvre de l'identité narrative. Elle mise en lumière de la phénoménologie de l'homme capable qu'il élabore
dans soi-même comme un autre et qui systématisa en 2004 le second chapitre du dixième étude du parcours de la reconnaissance, l'exploration des capacités de soi qui exprime dans le devoir emploi du je peux. Elle s'est présentée sous quatre aspects. Je peux dire, je peux faire, je peux raconter, aimer raconter, je peux m'imputer mes propres actes. C'est reconnaître comptable de ses actes, assumer sa responsabilité particulièrement à l'égard de l'autre, conduit au-delà du simple pouvoir de raconter vers le soi de la visée éthique dont il question dans le septième, huitième, neuvième étude de soi-même comme un autre qui implique une dialectique de l'ipsité et l'altérité. L'herméneutique de soi appelle dans son sillage une ontologie dont se préoccupe Ricoeur dans la dixième et dernière étude de son ouvrage intitulé Vers quelle ontologie? Le point d'interrogation en signalant le caractère exploratoire et problématique. L'agir au sens phénoménologique suppose l'acte d'être au plan ontologique, l'attestation et l'assurance que qu'a le soi d'exister sur le mode de l'ipsité. Cette assurance est une croyance sans garantie, mais aussi une confiance plus forte que tout soupçon en l'être de soi. Or, s'il est un être de soi, autrement dit, si une ontologie de l'ipsité est possible, c'est en conjonction avec un fond à partir duquel le soi peut être dit agissant. Ricoeur précise qu'il entend par fond d'être à la fois puissant et affectif en reconstruisant l'énergie dynamie d'Aristote et en confrontant de façon critique son interprétation à la réappropriation par Heidegger et quelques postes heideggeriens de l'ontologie d'Aristote. Le résultat de ce travail s'avérait assez décevant. Il préfère finalement chercher entre la phénoménologie de soi agissant et souffrant et le fond affectif et puissant sur lequel se détache l'ipsité. Un autre relais, le conatus de Spinoza, cet effort pour préserver dans l'être qui est l'essence actuelle de l'homme comme toutes les choses est partie de la puissance même de Dieu ou de la nature. Lorsqu'il parvient à passer des idées inadéquates aux idées adéquates, aux idées adéquates. Le connaissance humain accroît sa puissance d'agir jusqu'à pouvoir devenir véritablement actif. Telle est la leçon d'éthique de Paul Ricoeur souhaite la réactualisation. Pour terminer cette intervention, on peut évoquer brièvement la préoccupation ontologique dont fait preuve le grand ouvrage de 2000, la mémoire, l'histoire, l'oubli, surtout dans la troisième partie. C'est donc une phénoménologie de la mémoire, une épistémologie des sciences historiques et une herméneutique du conscient historique des humains que nous sommes. C'est terminé cette intervention. Merci de votre attention. Au revoir.